Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des LSV de Pi. Le saviez-vous, en France, vous êtes près de 84% d'entre vous à vivre près ou dans une ville. Et plus de 54% de la population mondiale, mais sauriez-vous me dire exactement ce que c'est qu'une ville? Oh pinaise, c'est trop facile. Ah ouais? Tiens donc. Et donc, c'est quoi une ville? C'est un lieu où il y a beaucoup de monde. Il y a tout plein de gens qui habitent. Donc, un stade, c'est un lieu où il y a beaucoup de monde, et c'est une ville. Non, il y a des habitations, des logements, des grosses maisons, des quartiers. Voilà. Mais alors, comment distingues-tu un village et une ville? Eh ben, un village, il y a moins de monde. C'est tout? Et donc, Strasbourg est une ville au même titre que la petite bourgade de Trifouilly-les-Oies? Ah, tu fais chier. Et c'est quoi la différence entre une ville, une métropole, une mégalopole? Ah, ta gueule. Une agglomération? Ah, tu me saoules à vouloir m'apprendre des trucs comme si t'étais supérieur. Une mégapole? C'est comme si tu venais me dire, ouais, la Terre est plate. Bien sûr que c'est que la Terre, elle est plate. Ah, je vais chez Mo. Pour commencer, il faut savoir que la définition d'une ville peut être très différente suivant les pays. En effet, aux États-Unis, pour qu'une ville soit une ville, il faut qu'il y ait 2500 habitants agglomérés, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir trop d'espace entre les différentes habitations. S'il y a un certain espace prédéfini entre plusieurs habitations, la ville s'arrête. On appelle ça une continuité du bâti. Au Japon, la limite est à 50 000 habitants, grosse différence avec les États-Unis. En Espagne, 10 000. En Belgique, c'est un peu bizarre. En effet, être une ville, c'est strictement honorifique. Un titre qui est attribué par voie législative, donc c'est-à-dire que des gens se réunissent pour voter si machin a le droit d'être une ville, mais il n'y a aucune condition géographique. En Suisse aussi, ils ne font pas les choses comme tout le monde. En effet, une ville peut être une ville à la condition d'avoir au moins 10 000 habitants, ou alors elle doit posséder ce statut depuis au moins le Moyen-Âge. En France, pour qu'une ville soit une ville, il faut que la commune possède au moins 2000 habitants et que les habitations soient agglomérées. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir plus de 200 mètres d'espace entre les habitations. Alors normalement, maintenant vous allez me dire qu'il est difficile de calculer le pourcentage de citadins dans le monde, sachant qu'il y a des tonnes de définitions différentes. Et vous avez raison, mais vous n'êtes pas les seuls à y penser. Déjà, à Prague, en 1966, se déroule la conférence de Prague, et cette conférence, pour qu'on arrive à calculer le pourcentage de citadins dans le monde, pose 3 conditions. Première condition, et c'est une des mêmes qu'en France, il faut que le groupe d'habitations soit compact, aggloméré, et que la distance entre les habitations n'excède pas 200 mètres. Deuxième condition, et sans doute la plus simple, il faut que ce groupe d'habitations compte au moins 10 000 habitants. Donc si on prend ce pourcentage en France, le chiffre est nettement plus bas. Troisième condition, ce chiffre de 10 000 habitants peut finalement être compris entre 2 000 et 10 000 habitants, à condition que moins de 25% des personnes qui sont dans cette peut-être future ville vivent de l'agriculture. Et c'est depuis cette conférence de Prague en 1966 que nous connaissons le nombre de citadins dans le monde, 54%. En plus des définitions différentes à travers le monde, les villes elles-mêmes le sont également. Par exemple, en Europe, le centre est généralement un centre historique, avec des bâtiments anciens. Suivent ensuite les banlieues et suivant l'état de richesse, on y trouve soit des immeubles et des logements sociaux, ou alors des maisons individuelles. Dans cette banlieue, on y trouve aussi en général le quartier des affaires qui n'est jamais au centre, ou très rarement, et au-delà la campagne et les lotissements les plus récents. En Amérique du Nord, les villes bien plus récentes qu'en Europe sont très différentes. Le centre est caractérisé par les immeubles d'affaires, les zones résidentielles, elles, sont reléguées aux banlieues avec les zones industrielles. Dans les pays pauvres, le centre est caractérisé également par les buildings d'affaires, suivi de près par des zones résidentielles riches, mais la répartition des richesses étant très inégale dans les pays pauvres, la banlieue est réservée aux quartiers pauvres et aux bidonvilles. Donc depuis tout à l'heure je vous parle de villes, de banlieues, mais vous vous posez pas la question de savoir ce que c'est qu'une banlieue? En fait, en France, les villes font partie d'un ensemble plus vaste qu'on appelle une aire urbaine. Alors, une aire urbaine, c'est quoi? Première zone, la ville-centre. Dans une aire urbaine, aujourd'hui, on a souvent plein de petites communes qui ont tellement grandi que maintenant elles sont collées les unes aux autres. Et la plus peuplée de toutes ces communes devient la ville-centre. Donc attention, ça se complexifie un peu. Si une autre commune qui est déjà collée à la ville-centre possède plus de 50% de la totalité de la population de la ville-centre, elle devient également ville-centre. Vous avez compris, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs communes ville-centre. Mais pour appartenir à cette catégorie de ville-centre, il faut également proposer pas moins de 10 000 emplois. Ça, c'est pour les plus grandes aires urbaines, sinon ça descend à 5 000 pour les moyennes et 2 000 pour les plus petites. Au-delà de la ville-centre, on appelle ça la banlieue. Et donc la banlieue, ce sont les communes qui n'ont tout simplement pas assez d'habitants ou d'emplois pour appartenir à la première catégorie, la ville-centre. Attention, ça aussi c'est important, pour qu'une commune fasse partie de la banlieue, il faut une continuité du bâti entre la ville-centre et la banlieue. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir un espace de plus de 200 mètres entre les différentes habitations. Et donc, cette ville-centre et la banlieue, on appelle ça un pôle urbain,
synonyme d'agglomération, synonyme encore une fois de ville. Et donc la troisième, c'est la couronne périurbaine. Et on est dans la couronne périurbaine dès qu'il y a une discontinuité de l'espace bâti. C'est-à-dire s'il y a plus de 200 mètres d'espace entre les habitations, cette commune fait partie de la couronne périurbaine. Mais vous vous doutez bien qu'il y a des conditions. Pour qu'une commune fasse partie de la couronne périurbaine, il faut qu'au moins 40% de ses actifs travaillent dans le pôle urbain. Donc tous ces gens qui vont travailler chaque jour dans le pôle urbain doivent se déplacer, et ce mouvement de va-et-vient entre la couronne périurbaine et le pôle urbain, on appelle ça le mouvement pendulaire, parce que tel un pendule, les gens vont et viennent, créant ainsi les bouchons. Pour terminer, certaines de ces aires urbaines en France sont tellement importantes qu'on les appelle des métropoles. Et donc une métropole doit posséder une grande population, des emplois stratégiques, des responsabilités politiques, des activités économiques, industrielles, financières ou culturelles importantes sur les territoires qu'elle domine, et où elles exercent une forte influence. Donc, en France, on a Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Rennes, Grenoble, Rouen, Brest et Montpellier. Et il y a encore un stade au-dessus, ce sont les mégapoles. Donc en France, on n'en a qu'une seule. En effet, l'ONU a fixé une limite. Pour qu'une mégapole en soit une, il faut qu'elle ait au moins 10 millions d'habitants. En dessous, ce n'en est pas une. Donc Paris, avec ses 12 341 000 habitants, est la seule mégapole du territoire français, et Lyon, la deuxième ville de France, en est très loin avec ses 2 petits millions d'habitants. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire, que ce soit en dessous de la vidéo ou sur les réseaux sociaux, mais surtout à partager la vidéo. Un énorme merci à tous mes tipeurs, cette émission se construit et s'améliore grâce à vous, n'hésitez pas à les rejoindre. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire.